Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo, toujours sur les mises à jour de février 2020 de Game Workshop. Et aujourd'hui on va continuer sur le livre Les armées du Seigneur des Anneaux et on va regarder le PDF sur les FAQ. Si Frodon Saquet est en vie, le bonus d'armée de la communauté de l'anneau déclare qu'elle n'est jamais considérée comme étant démoralisée. Comment cela affecte les scénarios qui récompensent justement par des points de victoire l'opposant qui a réussi quand même à mettre en démoralisation l'adversaire? Et bien la réponse c'est que tant que Frodon est en vie, la communauté de l'anneau ne va pas être considérée comme étant démoralisée et donc ne va pas donner de points de victoire pour la démoralisation pour les scénarios qu'il demande. Sam peut-il utiliser sa règle spéciale Laissez-le partir ou je vous aurai pour déclarer un combat héroïque s'il est en fait dans le même combat que Frodon? Alors pour rappel en fait de la règle spéciale de Sam, si Frodon en fait est engagé dans un combat dans les 6 pouces de Sam, alors Sam peut lancer en fait un combat héroïque sans utiliser de points de puissance, sachant que Sam en a 2 dans sa réserve à la base. Et si le combat héroïque est réussi, alors Sam doit utiliser le mouvement restant pour aller rejoindre le combat avec Frodon. Et s'il n'est pas possible pour Sam en fait d'aller rejoindre le combat avec Frodon, alors il doit s'approcher le plus possible de Frodon. Et donc la question c'est de savoir justement si Sam peut utiliser cette règle spéciale s'il est en fait déjà dans le même combat que Frodon. La réponse des designers c'est que oui, Sam peut utiliser sa règle spéciale s'il est dans le même combat que Frodon. Cela va en résulter que très souvent il ne va pas bouger car Frodon après le combat ne sera plus au contact d'une figurine ennemie et donc Sam ne peut pas venir dans son combat. Par contre Frodon ayant participé au combat héroïque pourra rejoindre un deuxième combat et dans ce cas-là Sam sera obligé de le rejoindre s'il a le mouvement nécessaire. Merry et Pipin peuvent-ils utiliser la règle du second petit déjeuner de Bill le Poney pour récupérer un point de puissance qu'ils ont dépensé de la réserve de Boromir? Et si ça marche, est-ce que ça revient en fait dans la réserve de Merry ou de Pipin, ou est-ce que ça retourne dans la réserve de Boromir? Alors la réponse c'est non, en fait les figurines peuvent seulement récupérer leur propre point de puissance. Pour rappel en fait, Merry et Pipin ont 0 point de puissance dans leur réserve, Boromir a 6 points de puissance dans sa réserve, et les deux hobbits en fait ont une règle spéciale justement qui leur permet d'utiliser les points de puissance dans la réserve de Boromir quand ils sont à 3 pouces de lui. Et la règle en fait du second petit déjeuner de Bill le Poney permet de récupérer, donc on peut récupérer des points de volonté, des points de destin et aussi des points de puissance. En fait quand on finit sa phase de mouvement au contact justement de Bill le Poney et qu'il faut lancer un dé et il faut obtenir un 5+. Et donc en fait la question c'était de savoir si justement Merry et Pipin qui utilisent les points de puissance dans la réserve de Boromir, est-ce qu'ils peuvent les récupérer pour eux, donc dans leur réserve, sachant qu'ils en ont 0 normalement, ou est-ce que s'ils les récupèrent, est-ce qu'ils les redonnent justement à Boromir? Et la réponse c'est non, en fait c'est seulement les propres figurines qui récupèrent leurs propres points de puissance. Donc du coup en fait Boromir, si c'est Boromir qui allait près de Bill le Poney, c'est lui qui pourrait récupérer ses points de puissance. Gandalf a-t-il besoin d'une ligne de vue et d'un lancer de dés sur la trajectoire quand il utilise en fait les feux d'artifice de sa charrette? Alors pour les feux d'artifice de la charrette de Gandalf, cela se passe en fait au début de chaque phase de tir allié, donc avant que les figurines alliées aient tiré. On sélectionne une seule figurine ennemie, dans les 6 pouces justement de la charrette, et on lance un des 6, et sur un 4+, la figurine va souffrir en fait d'une touche de force 2. Et Gandalf va avoir besoin justement d'une ligne de vue, par contre, il n'aura pas besoin de lancer un dé sur la trajectoire. Une note sur la matrice d'alliance, nous avons eu plusieurs questions nous questionnant à propos du niveau des alliances présentées dans la matrice d'alliance, pourquoi cette armée est historique avec celle-là, ou pourquoi X n'est pas un allié historique avec Y. Quand nous avons développé la matrice d'alliance, nous avons dépensé beaucoup de temps sur la chronologie, décidant que chaque chronologie de chaque liste d'armées serait représentée. Et en croisant justement les références, donc à la fois des livres ou des films, cela nous a donné en fait la matrice d'alliance finale. C'est pourquoi les alliés historiques représentent ceux qui ont combattu ensemble et non juste coexisté. Donc par exemple, la raison pourquoi la communauté de l'anneau n'est pas un allié historique avec les morts de Dunaro, c'est simplement parce que la communauté de l'anneau a été dissoute avant que les morts aient été recrutés justement avec Aragorn. Les alliés convenables ou les alliés possibles sont juste ceux qui ont coexisté, mais qui n'ont pas combattu ensemble, bien qu'ils auraient pu le faire en théorie. La raison pourquoi en fait Langmar et le Mordor ne sont pas des alliés convenables, c'est parce qu'en fait la liste d'Angmar est représentée par les règles du roi sorcier, tandis qu'au Mordor c'est représenté par justement l'armée de Sauron après qu'il ait quitté Dol Guldur et retourné au Mordor. C'est la raison pour laquelle ces deux chronologies ne se chevauchent pas, et donc en fait ce sont des alliés impossibles. J'espère que cela vous donnera une idée de comment nous avons regardé lors de la conception de la matrice des alliés. Nous sommes convaincus que toutes les alliances présentées sont telles qu'elles devraient être. Si vous pensez toujours « mais je ne peux pas faire cette scène à partir des films ou livres avec la matrice des alliés », alors n'ayez pas peur, il peut y avoir quelque chose de légèrement différent à venir qui résoudra votre dilemme. Une note sur les figurines à taille humaine. Une figurine à taille humaine est tout ce qui est à peu près de la taille d'un homme ou plus petit. Cela comprend, mais sans se limiter, en fait, les hommes, les elfes, les nains, les hobbits, les orques, les uruk-hai et les gobelins. Cela comprendra également des hommes qui sont légèrement plus grands que les autres hommes, comme Beorn quand il est en forme d'homme. Après tout, c'est toujours un homme. La règle spéciale tir mortel de Legolas déclare que s'il tire justement une seule flèche, alors il va toujours toucher sur un 2+.
Et justement, ce tir ne peut pas être modifié. Donc en fait, dans la question, il considère par exemple que justement Legolas a déjà utilisé ses points de puissance, et il ne peut pas le modifier, enfin il peut pas modifier le tir qu'il va effectuer avec des points de puissance. Est-ce que ce 2+, peut être modifié par justement l'autre règle spéciale de Legolas, donc le compte final 42, si Gimli a tué plus de figurines que Legolas? En fait, pour rappel, justement, l'autre règle spéciale de Legolas, c'est que si Gimli a plus de figurines tuées, Legolas va avoir un bonus en fait à sa valeur de tir. Donc il va améliorer sa valeur de tir de 1. De base, Legolas peut tirer en fait 3 flèches et ça va être du 3+ pour toucher. Et grâce à l'autre règle spéciale, du coup le compte final 42, il va améliorer sa valeur de tir de 1. Donc au lieu de faire du 3+ pour toucher, il fera que du 2+. Donc il aura juste à, s'il fait un 1, bah, il échoue, mais tout le reste il va réussir. Et la question, c'est de savoir justement si les deux règles sont cumulatives, parce que sur l'autre règle spéciale, c'est directement un 2+, et non un 3+. Donc est-ce que le 2+ va être amélioré par l'autre règle spéciale, et donc va passer sur un 1+? Et donc la réponse du designer, c'est que non, le tir mortel en fait ne peut pas être modifié. Donc dans tous les cas, ça sera toujours un 2+, et ça passera pas à un 1+, donc une touche automatique, quoi. La règle spéciale tir mortel de Legolas déclare que s'il tire avec une seule flèche, il va toujours toucher sur un 2+, et que ce tir ne peut pas être modifié. Donc ça sous-entend en fait que Legolas n'a plus de points de puissance pour améliorer en fait son jet de dés. Est-ce que ce 2+ peut quand même être modifié par des règles spéciales, comme la règle spéciale justement voile d'obscurité du Seigneur des Ombres? Alors la règle spéciale voile d'obscurité du Seigneur des Ombres se déclenche en fait au début de la phase de mouvement avant que les actions héroïques ne soient déclenchées. Le Seigneur des Ombres justement peut dépenser un point de volonté pour activer cette compétence, et jusqu'à la fin du tour, tous les tirs justement contre le Seigneur des Ombres ou toutes les figurines qui sont dans 6 pouces de lui vont seulement être touchées sur un 6. Alors la réponse des designers c'est que non, le tir mortel ne peut pas être modifié, donc du coup Legolas s'il tire avec une seule flèche, il touchera toujours sur un 2+, même si justement en face il a le Seigneur des Ombres qui justement active sa règle spéciale voile d'obscurité. Si Denethor échoue son test de courage pour la règle spéciale Esprit brisé, est-il considéré comme étant une figurine ennemie jusqu'à la fin du tour? La réponse c'est non, il va toujours compter comme une figurine alliée, même s'il a un moment de folie. Si Denethor échoue son test de courage pour la règle spéciale Esprit brisé, et qu'il est ensuite ciblé par le pouvoir magique d'une figurine ennemie, qui choisit si Denethor justement peut tenter de résister au pouvoir magique? Est-ce le joueur contrôlant Denethor ou le joueur opposé? Alors la réponse c'est le joueur contrôlant Denethor, et non le joueur opposé. Donc si vous avez le Gondor et que vous lancez justement un test de courage pour la règle spéciale Esprit brisé de Denethor et que vous échouez, du coup Denethor, donc la figurine de Denethor, passe à votre adversaire. Si votre adversaire souhaite lancer un pouvoir magique contre Denethor, c'est lui qui pourra tenter de résister, et pas vous. Si une armée contient Denethor et un héros de légende d'une autre liste d'armée, par exemple le roi Théoden du Rohan, est-ce que la règle spéciale du coup de Denethor, la règle du Gondor est à moi et à personne d'autre, signifie qu'il va quand même être le leader, même si justement il y a un autre héros de légende qui a un rang justement héroïque supérieur à celui de Denethor? La réponse est oui, Denethor sera quand même considéré comme étant le leader. Si une figurine de cavalerie du rang charge dans un combat et est ensuite chargée par une autre figurine de cavalerie, est-ce qu'il va quand même bénéficier de son bonus d'armée et gagner du coup plus 1 en force comme il a chargé? Alors oui, la figurine est toujours considérée comme ayant chargé, donc du coup la figurine de cavalerie du rang va toujours gagner son bonus d'armée et gagner plus 1 de force pour avoir chargé. Par contre, comme elle s'est fait contrecharger par une figurine de cavalerie, elle ne va pas pouvoir gagner ses bonus contre l'infanterie. Donc du coup, elle ne va pas pouvoir gagner un dé supplémentaire contre l'infanterie, et elle ne va pas pouvoir aussi renverser l'infanterie adverse, et donc si elle réussit à renverser, à doubler les dommages. Donc ça, elle ne peut pas. Mais par contre, elle garde quand même son bonus d'armée et son plus 1 de force pour avoir chargé. Comme un chasseur du roi passe toujours un lancer sur la trajectoire sur un 2+, quand il cible une figurine de cavalerie, est-ce que le 2+ signifie qu'il va toucher le cavalier, ou est-ce qu'il choisit entre le cavalier ou la monture? Quand un chasseur du roi tire sur une figurine de cavalerie, il doit déclarer au préalable s'il cible le cheval ou le cavalier. Et s'il touche en fait la figurine de cavalerie, alors il va toucher la partie qu'il aura ciblée, sur le 2+, bien sûr. L'amur de Gondolin de Glorfindel déclare qu'il ne peut pas être ciblé par des attaques brutales. Comment cela marche-t-il avec les attaques brutales qui ne ciblent pas une figurine? Donc les attaques brutales telles que Refoulée ou la charge instoppable de Sauron, qui ne ciblent pas justement les figurines, vont affecter Glorfindel. Dans le cas de l'attaque brutale matraquage des Ents, Glorfindel ne peut pas être sélectionné, mais il peut toujours être touché par l'attaque. Puisqu'en fait, avec cette attaque, l'Ent peut sélectionner justement une figurine qui est au combat contre lui, et s'en servir comme d'une matraque pour taper sur les autres figurines au combat. Les figurines qui peuvent joindre une autre liste d'armées due à l'autorisation d'un héros, telles que par exemple Gildor Inglorion qui est capable en fait d'inclure des guerriers elfes Sivès dans sa troupe, est-ce que ces figurines justement gagnent les mots-clés de la nouvelle liste d'armées? En fait, Gildor Inglorion lui appartient à la liste de Rivendell, du coup avec Elrond et Gil-galad. Et par contre, les guerriers justement elfes Sivès, eux, sont de la liste d'armée de la Lothlórien, avec Galadriel. Et en fait, c'est de savoir si justement les guerriers elfes Sivès qui vont être du coup inclus dans la troupe de Gildor Inglorion, mais que lui appartient à la liste de Rivendell,
est-ce que justement ils vont gagner le mot-clé Rivendell pour les autres, les elfes sylvestres, et du coup, si ça s'applique, est-ce qu'ils gagnent justement le bonus d'armée de Rivendell? La réponse des designers, c'est non. Donc du coup, les guerriers elfes sylvestres qui sont intégrés dans la troupe de Gilderoy Glorion ne gagnent pas en fait les mots-clés, notamment Rivendell, pour avoir le bonus d'armée de Rivendell. Et il faut aussi noter que Gilderoy Glorion est la seule figurine de Rivendell à ne pas avoir non plus le mot-clé Rivendell dans justement les mots-clés. Parce qu'en fait, il a une option un peu spéciale où c'est en fait un Noldor exilé, et en fait les guerriers elfes sylvestres qui s'intègrent deviennent eux aussi des Noldor exilés. Donc du coup, ils l'ont intégré dans Rivendell, mais ça sera encore en fait des elfes un peu à part. Une figurine peut-elle être obligée de sortir d'un combat par les règles spéciales en fait Madrigal Eldamar d'une sentinelle elfe sylvestre, ou de la règle spéciale une lueur hantée est en eux d'un spectre? En fait, ces deux capacités spéciales permettent justement de lancer sur une figurine ennemie un test de bravoure, et si justement la figurine ennemie loupe ce test de bravoure, et bien tout simplement en fait le joueur qui a lancé l'une de ces deux capacités va prendre le contrôle de la figurine pour un tour. Et en fait, dans la question, c'est de savoir justement si, lorsqu'on prend le contrôle de cette figurine, mais que cette figurine est déjà engagée en fait dans un combat, est-ce qu'on peut la sortir du combat? Et la réponse du designer, c'est non. Elle ne peut pas du tout sortir du combat si elle est déjà engagée. S'ils ont été pris comme amélioration avec Sylvebarbe, est-ce que Merry et Pipin comptent dans la limite justement de l'armée pour la démoralisation? La réponse est oui. Donc du coup, on ne va pas compter Sylvebarbe avec les deux hobbits comme une figurine, mais comme 3 figurines pour ce qui concerne la démoralisation. S'ils sont pris comme une amélioration pour Sylvebarbe, est-ce que Merry et Pipin peuvent acheter une cape elfique? La réponse c'est non. Si Floy Main de Pierre utilise sa règle spéciale Maître de la Connaissance pour annuler une règle spéciale, comme par exemple la règle spéciale Les Lames des Morts d'une figurine ennemie, est-ce que cette figurine peut toujours effectuer une attaque? Et si oui, peut-il utiliser justement ces attaques spéciales? La réponse est oui pour les deux questions. En fait, la règle spéciale Maître de la Connaissance de Floy permet tout simplement d'annuler en fait la règle spéciale d'une figurine adverse. Et si on prend comme exemple justement un guerrier des morts qui a la règle spéciale les lames des morts, donc ça utilise en fait pour blesser la valeur de courage plutôt que la valeur de défense de l'adversaire. Et en plus de ça, une figurine qui a cette règle spéciale, donc en l'occurrence le guerrier des morts, ne peut pas utiliser aussi d'attaque spéciale. Donc en fait dans la question, si Floy justement annule en fait la règle spéciale du guerrier des morts, est-ce que justement il peut quand même infliger de dommages? Donc la réponse c'est oui, même si sa règle spéciale est annulée pour le guerrier des morts, il peut quand même infliger en fait des dommages avec son épée ou sa hache par exemple. Et deuxième question, est-ce que le guerrier des morts est autorisé en fait à faire des attaques spéciales? Alors en temps normal, à cause de la règle spéciale justement, les lames des morts, le guerrier des morts ne peut pas faire d'attaque spéciale, mais comme Floy justement annule l'entièreté de la règle spéciale du coup du guerrier des morts, et ben il est autorisé à faire des attaques spéciales. Donc s'il possède une hache, il peut faire une attaque perçante, ou s'il possède une épée, il peut faire une feinte. Floy Main de Pierre peut-il utiliser sa règle spéciale Maître de la Connaissance pour annuler en fait la règle spéciale de Gulavar? La réponse du designer c'est non. En fait la règle spéciale force du corps, force de l'esprit de Gulavar lui permet en fait d'avoir un nombre de valeurs d'attaque et un nombre de valeurs de courage égal à sa valeur en fait de points de vie. Donc il commence avec 4 points de vie, c'est son maximum qu'il peut avoir. Donc s'il a 4 points de vie, il a 4 d'attaque et 4 de courage. S'il tombe à 2, ben, il a 2 d'attaque, 2 de courage. Et donc du coup la question c'était de savoir si Floy annulait en fait cette règle spéciale, comment c'était géré, puisqu'en fait il n'a pas un nombre d'attaques fixe et un nombre de courage fixe, c'est des étoiles, et les 2 étoiles se réfèrent à la capacité dans son profil. Et donc du coup les designers ont préféré trancher et dire non, on ne peut pas justement changer cette règle spéciale, on ne peut pas l'annuler par la règle spéciale justement de Floy. Quand Floy Main de Pierre annule les effets d'une pièce d'équipement, est-ce que c'est seulement en fait les bénéfices actifs ou passifs de cet équipement qui sont annulés, ou est-ce que c'est tous les bénéfices associés à l'équipement qui sont annulés? La réponse c'est que c'est juste les bénéfices actifs ou passifs de l'équipement qui sont annulés. Dans la réponse justement ils mettent cela ne va pas faire que Anduril arrête de compter pour une épée par exemple. Et dans une question qu'on avait précédemment avec justement un guerrier des morts, le guerrier des morts avait juste sa règle spéciale qui est annulée, mais son épée ou sa hache qu'il tient en main compte toujours. Si Mardin est en soutien d'un bouclier de fer, va-t-il obtenir un bonus de plus 2 quand il va lancer le dé pour blesser les figurines de monstres, plus 1 grâce à sa lance spéciale Torozul, et plus 1 pour avoir une lance en soutien d'un bouclier de fer? La réponse c'est oui. Comment marche exactement la baliste naine quand elle vise une cible sur le champ de bataille? Donc on va suivre en fait les étapes suivantes. D'abord l'étape 1, on va lancer un dé pour savoir si le tir touche, et ensuite un deuxième dé, savoir si le tir est dévié, comme normalement. Étape 2, si le tir est dévié et qu'il touche un combat, on va lancer en fait un dé pour savoir quelle figurine dans le combat est touchée, de la même façon en fait qu'une attaque de tir. Étape 3, on va faire en fait tous les lancers de dés sur la trajectoire qui sont requis.
Étape 4, une fois qu'on a déterminé quelle figurine a été touchée, cette figurine en fait va souffrir d'une touche de force 9. Si la figurine qui a été touchée était dans un combat, alors toutes les figurines dans le combat vont aussi souffrir d'une touche de force 9. Et les figurines qui ont une force en fait de 5 ou inférieure vont être jetées au sol. Et les figurines qui ont une force de 6 ou supérieure vont seulement en fait souffrir d'une touche de force 9 mais ne vont pas être jetées au sol. Étape 5, si la figurine qui a été touchée a une force en fait de 5 ou inférieure, alors elle va être projetée d'un des 6 directement à l'opposé en fait de la baliste. Ils mettent entre parenthèses même si elle a été tuée, parce qu'en fait c'est à l'impact qu'on va lancer les dés pour savoir si la figurine est tuée, et si elle est tuée on va la conserver en jeu pour justement pouvoir la projeter en arrière, savoir si elle va toucher d'autres figurines. Étape 6, la figurine qui a été projetée va s'arrêter en fait si elle touche un terrain ou une figurine qui a une force de 6 ou supérieure. La figurine projetée et le terrain ou l'autre figurine qui a une force de 6 ou plus vont tous les deux souffrir aussi d'une touche de force 6. Étape 7, toutes les figurines avec une force de 5 ou moins qui ont été traversées en fait par la figurine projetée vont être jetées au sol et ensuite elles vont souffrir d'une touche de force 6. Si Sauron a 3 points de vie ou plus restants, le bonus d'armée de Barad-dûr déclare que la force ne compte pas comme étant démoralisée. Comment cela affecte les scénarios qui récompensent seulement en points de victoire la force de l'opposant qui a réussi à mettre en démoralisation l'armée de Sauron? Ça veut dire à lui faire plus de 50% de pertes. Et donc la réponse c'est que tant que justement Sauron a 3 points de vie ou plus restants, une force de Barad-dûr ne va pas être considérée comme étant démoralisée et donc ne va pas donner de points de récompense à l'adversaire qui a réussi à mettre la démoralisation, pour les scénarios qu'il demande. Si Sauron est touché par un point magique ou une attaque à distance qui lui inflige de multiples blessures et qu'il est sur son dernier point de vie, est-ce qu'il va effectuer un test de l'anneau unique pour chacune des blessures qu'il va souffrir, ou seulement en fait un test comme le stipule la règle de l'anneau unique qui déclare qu'il va effectuer un test à chaque fois qu'il perd son dernier point de vie durant une phase de combat? Donc la réponse est qu'il va pouvoir effectuer un seul test dans ces situations-là. Cela va être traité en fait de la même façon qu'un point de dessin, donc ça va pouvoir lui permettre de sauver en fait un lancer de dés pour annuler justement toutes les blessures qui sont causées par des attaques qui infligent de multiples dommages. Si le cavalier qui chevauche un warg ou quelque chose de similaire est tué, et que la monture réussit à passer son test de courage pour rester sur le champ de bataille, est-ce que la figurine conserve en fait son mot-clé cavalerie? La réponse est non, elle n'est plus considérée comme étant une figurine de cavalerie, et donc du coup le warg devient une figurine d'infanterie. Une ombre peut-elle toujours utiliser sa règle spéciale aura glaciale si elle est pétrifiée ou paralysée? La réponse est oui, comme c'est considéré en fait comme une compétence passive, même si elle a besoin en fait cette compétence d'être activée au début de la phase de combat, elle peut l'utiliser même si elle est justement pétrifiée ou paralysée. Un spectre peut-il forcer une figurine ennemie à faire un test de saut, d'escalade ou de nage en utilisant sa règle spéciale, une lueur hantée étant nœud? Un spectre ne peut pas forcer une figurine ennemie à effectuer un test de saut ou d'escalade, cependant un spectre peut forcer en fait une figurine ennemie à bouger dans un élément d'eau qui peut lui causer justement d'effectuer un test de nage. Si le balrog ou le guetteur de l'eau touche une bête de guerre, son Oda ou une figurine qui est dans le Oda, avec du coup les règles spéciales respectives, donc le fouet incandescent pour le balrog ou les tentacules pour le guetteur de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Puisqu'en fait ces deux règles spéciales permettent justement de, si on touche une figurine ennemie mais qu'elle n'est pas tuée, elle est rapprochée en fait au contact, donc du coup soit du balrog, soit du guetteur de l'eau. Donc la réponse c'est si la bête de guerre ou le Oda est touchée, alors ils vont souffrir en fait de la touche comme normalement, mais ne vont pas être bougés au contact avec le balrog ou le guetteur de l'eau. Par contre si c'est une figurine dans le Oda, alors elle va bouger comme décrit dans les règles du fouet incandescent pour le balrog ou des tentacules pour le guetteur de l'eau. Si le balrog ou le guetteur de l'eau touche une figurine de cavalerie, avec du coup leur règle spéciale respective, le fouet incandescent ou les tentacules, est-ce que c'est la figurine en entier qui doit être bougée dans le combat, ou est-ce que c'est juste la partie qui a été touchée, donc soit le cavalier ou la monture? Donc la réponse est que les deux règles spéciales déclarent que c'est la figurine, donc en fait ça va être l'entièreté de la figurine de cavalerie qui va bouger. Si le balrog souffre de plusieurs blessures venant en fait d'attaques qui devraient le tuer en un coup normalement, on pense notamment à la lame de Morgul qui tue les figurines en un coup, est-ce que grâce à la règle spéciale du coup démon des temps anciens, donc ça lui permet en fait de pas mourir en un coup mais seulement de perdre la moitié de ses points de vie, donc du coup il passerait de 10 points de vie à 5 points de vie. Et dans la question c'est de savoir si justement il subit une deuxième attaque, donc admettons qu'il y ait des castellans de Dol Guldur qui ont la lame de Morgul, qu'il en affronte deux et justement le premier réussit à lui infliger la moitié des points de vie, est-ce que le deuxième qui va faire son attaque et qui va réussir aussi à infliger la lame de Morgul face au balrog, est-ce que ça va lui faire perdre du coup dans cette deuxième attaque la moitié de ses points de vie actuels, donc du coup comme il est à 5 points de vie à cause de la première attaque, il va passer à 2,5 arrondi au supérieur, donc il sera à 3 points de vie, ou est-ce qu'avec la deuxième attaque, il va perdre la moitié aussi de ses points de vie, mais cette fois-ci de départ. Donc du coup, il repère 5 points de vie, et donc dans ce cas-là, il serait mort. Donc la réponse des designers, c'est qu'il perd en fait la moitié des points de vie à partir du total de départ, pour chacune des attaques. Donc en fait, il va perdre 5 points de vie pour la première attaque, vu qu'il en avait 10, il passe à 5. Et pareil pour la deuxième attaque, il va reperdre 5 points de vie, puisqu'on ne reprend pas à partir des 5 points de vie restants, mais à partir des 10 qu'il avait au début. Et donc du coup, il suffit, comme ils disent dans leur réponse, il suffit de 2 attaques avec une compétence comme celle-là, donc là c'est les lames de Morgul qu'on a pris comme exemple, pour tuer un balrog, donc il faut 2 coups. Le guetteur de l'eau qui peut déplacer les figurines, peut-il les forcer à chuter du bord d'une falaise? La réponse c'est oui, et la figurine va subir des dommages de chute.
Le guetteur de l'eau qui peut déplacer les figurines, peut-il les forcer à quitter la table de jeu? La réponse c'est non. Le guetteur de l'eau peut-il tirer sur les figurines qui sont engagées au combat avec lui? Alors oui, et additionnellement, le guetteur de l'eau n'a pas besoin de lancer le dé sur la trajectoire pour voir s'il va se toucher lui-même. Les nuées de chauve-souris et les autres figurines avec le vol ont maintenant un mouvement de 3 pouces sur leur profil. Qu'est-ce que ça signifie? La règle spéciale volée va en fait donner à toutes ces figurines un mouvement de 12 pouces. En fait, ils ont fait une différenciation entre le fait de marcher et le fait de voler. Et donc en fait, sur tous les profils, vous aurez toujours en fait le mouvement pour marcher. Donc en fait, si c'est écrit 3 pouces sur le profil des nuées des chauves-souris, c'est simplement qu'elles peuvent marcher au sol de 3 pouces. Et bien sûr, très généralement, vous allez plutôt utiliser la règle spéciale de voler qui permet justement aux nuées des chauves-souris de bouger de 12 pouces. Combien de figurines vont compter pour un Marauder Warg lorsqu'on va construire une armée, et aussi concernant en fait la limite des arcs? Alors la figurine Marauder Warg est une figurine un peu spéciale, elle est composée de 3 gobelins et d'un warg. Dans les 3 gobelins, il y en a un avec bouclier et 2 avec des arcs orques. Et en fait, donc la réponse des designers, c'est que on va la considérer comme une figurine de cavalerie, elle va simplement compter comme une seule figurine, donc du coup les 3 gobelins plus le warg comme une seule figurine. Et comme elle est armée avec des arcs orques, elle va aussi compter comme une figurine dans ce qui concerne en fait la limite des arcs. Et même s'il y a 2 archers en fait sur le warg, on va compter quand même comme une seule figurine pour ce qui est de la limite des arcs. Il y a quelques figurines dans la liste d'armées de l'Isengard qui n'ont pas le mot-clé Isengard, tels que les orques et les Dunlanding. Est-ce que ça signifie qu'ils ne bénéficient pas du bonus d'armée de l'Isengard? Correct, les orques sont originaires du Mordor et les Dunlanding sont originaires de Dunlang et ne proviennent pas de l'Isengard, et donc n'ont pas le mot-clé Isengard dans leur profil, et donc ne bénéficient pas du bonus d'armée de l'Isengard. Le bonus d'armée de l'Isengard déclare que les figurines avec le mot-clé Isengard n'ont pas effectué de test de courage pour être démoralisés à 50%, mais ils doivent le faire quand ils arrivent à 66% de perte. Comment cela affecte les scénarios qui récompensent en points de victoire pour le joueur adverse qui a réussi au moins à démoraliser à 50% l'armée de l'Isengard? Bien que les figurines bénéficient du bonus d'armée qui leur permet justement de ne pas passer le test de courage pour être démoralisé à 50%, l'armée en elle-même est toujours considérée comme étant démoralisée et donc va quand même récompenser en points de victoire l'adversaire. Si une armée de Isengard est démoralisée mais qu'elle n'a pas encore souffert des 66% de pertes, donc que les figurines justement avec le mot-clé Isengard n'ont pas effectué des tests de courage pour la démoralisation, mais que d'autres figurines sans ce mot-clé Isengard doivent effectuer des tests de courage pour la démoralisation, alors dans cette situation-là, est-ce que justement une figurine de héros de l'Isengard peut toujours effectuer un test de courage pour la démoralisation afin d'utiliser sa règle spéciale Tenez bon pour autoriser en fait les figurines de guerriers sans le mot-clé Isengard à rester en jeu et combattre? Alors oui, cependant si le héros échoue son test de courage, il va être retiré comme une perte, donc il faut être prudent quand on choisit justement de faire ces tests de courage. Est-ce que les scouts Uruk-hai, qui peuvent être améliorés en maraudeur Uruk-hai grâce à la règle spéciale du héros Mour, gagnent toujours en fait la règle spéciale créature des bois via en fait le bonus d'armée de l'Isengard? Alors la réponse c'est oui, puisqu'ils sont toujours considérés comme des scouts Uruk-hai à la base. Puisqu'en fait dans le bonus d'armée de l'Isengard, il y a beaucoup de héros qui gagnent justement la règle spéciale créature des bois, et il y a aussi les scouts Uruk-hai. Et en fait dans la question, comme justement le héros Mour peut les transformer en maraudeurs, est-ce que du coup, comme ils sont transformés, est-ce qu'ils gagnent le bonus d'armée? Et la réponse c'est oui. Est-ce que les batteurs des tambours de guerre Uruk-hai gagnent la règle spéciale créature des bois via en fait le bonus d'armée de l'Isengard? La réponse c'est oui. Si une figurine ennemie charge Krima et gagne le combat, est-ce que cette figurine peut infliger des dommages au cheval si Krima est monté? La réponse c'est non, c'est vrai que Krima en fait quand on gagne le combat contre lui, on ne peut pas lui infliger de blessure, mais c'est vrai que la question pouvait être légitime de savoir si justement Krima est monté, parce qu'il peut avoir un coût additionnel de 10 points supplémentaires pour avoir un cheval, si justement on gagnait contre lui, est-ce qu'on pouvait blesser quand même son cheval au lieu de le blesser lui? Et la réponse des designers c'est non, on peut pas, même s'il est sur un cheval, blesser son cheval. Si une figurine ennemie oblige Krima à charger une autre figurine, par exemple avec un pouvoir magique tel que contrainte ou commandement, est-ce que cela va causer en fait à Krima de révéler en fait son allégeance? La réponse c'est non, comme cette charge n'a pas été volontaire. Si Krima Langue de Serpent est chargé par une figurine chevauchant un chameau de guerre, est-ce qu'il va souffrir en fait d'une touche de force 4, due en fait à la règle spéciale empalée du chameau de guerre, même si justement Krima Langue de Serpent n'a pas encore révélé son allégeance? La réponse c'est oui. Une fois que son armée a été démoralisée, Ukluk peut-il utiliser en fait sa règle spéciale preneur de tête pour passer n'importe quel test de courage, ou juste en fait le test de courage pour la démoralisation? Et donc la réponse est qu'il peut juste passer en fait le test de courage pour la démoralisation. Une fois que son armée a été démoralisée, Ukluk peut-il utiliser sa règle spéciale du coup preneur de tête pour passer un test de courage, même s'il bénéficie en fait du bonus d'armée de l'Isengard, et donc que son armée n'a pas encore souffert des 66% de pertes, afin en fait d'autoriser les figurines de guerriers alliés à bénéficier en fait de sa règle Tenez bon? Donc la réponse des designers c'est que non, Ukluk pourra seulement utiliser en fait sa capacité spéciale preneur de tête pour passer en fait un test de courage quand il pourra le faire normalement lors d'une démoralisation. Et comme dans la question ils sous-entendent que la démoralisation, vu qu'il a le bonus d'armée de Isengard, se fait à 66%, il pourra utiliser en fait sa capacité spéciale du coup qu'à 66% de perte.
Et que s'il n'a pas le bonus d'armée par contre de Lisangar, alors du coup sa capacité spéciale pourra s'activer à partir de 50% de perte. Si Charcou subit une blessure mais réussit en fait à sauver cette blessure grâce à un point de destin, car il a un point de destin sur son profil, est-ce qu'il va pouvoir faire en fait une attaque contre la figurine de héros ennemi grâce à sa règle spéciale Poignard sournois. Alors pour rappel en fait de la règle spéciale justement de Charcou, lorsqu'une figurine de héros ennemi attaque Charcou mais n'arrive pas à lui infliger de dommages, Charcou peut répliquer en fait par une attaque de force 4 contre la figurine. Et en fait dans la question c'est de savoir si justement Charcou subit une blessure d'une figurine de héros ennemi, mais réussit en fait à prévenir cette blessure avec son point de destin. Est-ce que justement Charcou peut activer en fait sa capacité spéciale pour pouvoir répliquer contre la figurine ennemie? Et donc la réponse designer c'est non. Est-ce qu'un Berserk Urukai bénéficie-t-il aussi de sa règle spéciale imperméable aux flèches contre les armes de jet? La réponse c'est oui, les armes de jet sont toujours considérées comme des attaques de tir. Les figurines qui ne chargent pas techniquement parlant, telles que le char de Khan, ont-elles besoin en fait d'effectuer un test de courage si elles souhaitent chevaucher et écraser en fait une figurine qui cause la terreur? La réponse c'est non. Alors c'est vrai que le char de Khan est un peu spécial à jouer, on peut l'assimiler dans son mouvement à celui d'un Mumakil, dans le sens où en fait il aura une sorte de trajectoire à effectuer, et si bien sûr il rencontre en fait des figurines sur sa trajectoire, les figurines subiront justement 2 touches de force 4, et s'il réussit à tuer la figurine, il peut continuer son mouvement. Et en fait, justement, c'est considéré comme un mouvement et pas comme une charge contre les figurines. Donc s'il y a une figurine qui cause la terreur, ben, tout simplement, en fait, la terreur est ignorée. Donc du coup, il n'a pas de test de courage à effectuer. Les figurines qui ne chargent pas techniquement parlant, telles que le char de Khan, peuvent-ils toujours essayer de chevaucher et d'écraser les figurines ennemies s'il prend part en fait à une marche héroïque? La réponse c'est oui. Et en plus, c'est écrit sur le profil justement du char de Khan que s'il participe à une marche héroïque, il peut infliger comme normalement des blessures sur les figurines qui sont sur son chemin. Si une figurine qui chevauche un char de Khan et qui évolue justement dans un combat héroïque qui a réussi, peut-il utiliser en fait la règle spéciale la charge du char dans la suite de son mouvement? La réponse c'est oui. Est-ce que le type d'arme de l'arme à deux mains du roi doré d'Arakan est une épée? La réponse c'est oui. Si un moumak de guerre du Harad ou toute autre bête de guerre de la même façon souffre des effets en fait de la règle spéciale embrasement, est-ce que le Oda et l'équipage sont aussi affectés par la règle spéciale du coup de l'embrasement? La réponse c'est non, une bête de guerre, son Oda et son équipage sont considérés comme des éléments séparés pour ce qui concerne justement la règle spéciale de l'embrasement. Est-ce que les améliorations d'un moumak de guerre du Harad peuvent être détruites par le pouvoir magique brisé? La réponse c'est non. L'amélioration peinture de guerre d'un moumak de guerre du Harad affecte-t-elle le moumak aussi? La réponse c'est oui, et c'est vrai que quand on regarde en fait la règle spéciale, normalement ce sont seulement les figurines qui sont à l'intérieur du Oda qui sont affectées. Et justement les designers ont changé ça pour affecter aussi le moumak à cette amélioration. Et du coup maintenant le moumak gagne la règle spéciale résistance à la magie, et aussi s'il subit une blessure, on va lancer un D6, et s'il obtient un 6, il va ignorer la blessure. Si une figurine sur un chameau de guerre tue une première figurine en ayant chargé, avec la règle spéciale justement empalée du chameau de guerre, et qu'ensuite elle souhaite charger une deuxième figurine, est-ce qu'elle va pouvoir justement infliger une touche de force 4 contre cette deuxième figurine? La réponse c'est oui. Si une figurine sur un chameau de guerre charge une figurine ennemie derrière une barrière, est-ce qu'elle va toujours pouvoir effectuer une touche de force 4 contre la figurine ennemie grâce à sa règle spéciale empalée? La réponse c'est non, les figurines de cavalerie ne gagnent aucun bénéfice à charger une figurine qui se défend derrière une barrière. Un ravageur dans 6 pouces d'un corsaire Bossum peut-il choisir d'échouer automatiquement son test de courage pour la règle spéciale tueur sanguinaire? La réponse est oui. La matrice d'alliance dans le manuel des règles liste que la communauté de l'anneau est un allié historique avec les morts de Lunaro, tandis que la matrice d'alliance dans le livre Les armées du Seigneur des Anneaux liste que ce sont des alliés convenables. Laquelle de ces deux versions est correcte? La réponse des designers c'est que ce sont des alliés convenables. Après tout, la communauté de l'anneau a été dissoute avant que Aragorn recrute l'armée des morts. Voilà qui conclut cette 4ème vidéo sur la FAQ du livre Les armées du Seigneur des Anneaux, et je vous dis à très bientôt sur la suite des mises à jour de février 2020 de Gamer Shop.